J'avais un glaucome, donc j'ai été me faire dépister. Donc la bonne nouvelle, j'ai pas de glaucome. La mauvaise nouvelle, je suis à risque de glaucome aigu. Et là, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu parce que moi, je ne savais vraiment pas qu'il y avait plusieurs types de glaucome. D'accord, d'accord. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à te dire que tu as bien fait d'aller te faire dépister. Il y a 1 million de personnes en France touchées par cette maladie, et selon les statistiques, 40% l'ignorent. Si tu veux bien, je vais commencer par le glaucome chronique, qui est le glaucome à angle ouvert. Le glaucome chronique est une pathologie du nerf optique qui débute le plus souvent vers 40-50 ans. Le nerf optique est le nerf qui raccorde tes yeux à ton cerveau, donc tu imagines bien son importance. Ton nerf optique est constitué d'énormément de fibres optiques et a tendance à en perdre naturellement avec le temps. Le glaucome est une perte accélérée de ces fibres. La conséquence de la dégradation du nerf optique est la perte très progressive mais irréversible de champ visuel. Si rien n'est fait, cette maladie te rend aveugle. Tout ce qui est perdu l'est pour toujours. Je te rassure tout de suite, les traitements et les suivis sont très efficaces. De nos jours en France, la grande majorité des patients atteints de cette pathologie n'ont pas ou très peu de symptômes. Le glaucome est une maladie qui peut être stabilisée. Malheureusement, certains patients sont très handicapés par la maladie, soit par des glaucomes dépistés trop tard, soit par un traitement négligé, soit parce que les traitements n'ont pas été assez efficaces. Cependant, dans le monde, c'est une des plus grandes causes de cécité. Bah, j'espère qu'on connaît les causes du glaucome quand même. Je vais te décevoir, mais oui, des causes sont clairement identifiées, mais probablement pas toutes. Le principal facteur favorisant le glaucome est l'élévation de tension dans les yeux. C'est même le seul facteur sur lequel on peut agir. Mais il en existe d'autres, indiscutables, comme l'hérédité. On estime que 30% des glaucomes ont une origine héréditaire. L'âge, 1 voire 2% des plus de 40 ans sont touchés, et 10% des plus de 70 ans. Il y a la myopie forte et l'origine ethnique. Les populations africaines et asiatiques sont plus à risque. Et il y a la prise prolongée de corticoïdes. D'autres facteurs sont à surveiller car provoquent des glaucomes à pression normale cette fois-ci. Les apnées du sommeil, la tension artérielle et le diabète. Tu commences à peine à m'expliquer que je commence déjà à flipper. Est-ce que on sait pourquoi la tension monte dans les yeux? C'est une bonne question et c'est bien de vouloir comprendre ce qui se passe. Les procès ciliaires produisent l'humeur aqueuse. C'est un liquide qui permet de nourrir les tissus dans ton œil et de maintenir une tension stable pour le maintenir gonflé. Ce liquide part des procès ciliaires, passe entre l'iris et le cristallin et se dirige vers le trabéculum pour sortir de l'œil. Ce système d'évacuation, donc le trabéculum, se trouve dans l'angle formé par ton iris et ta cornée, et on l'appelle l'angle iridocornéen. Comme ce liquide est sécrété en continu, il faut pouvoir l'évacuer à la même vitesse. En cas de glaucome, les procès ciliaires sécrètent l'humeur aqueuse en permanence, mais le trabéculum se bouche progressivement, pas totalement, mais en partie. L'eau entre dans ton œil plus vite qu'elle ne sort, et comme l'œil est fermé comme un ballon, la tension monte à l'intérieur. Cette tension agit mécaniquement sur ton nerf optique et le dégrade. Alors as-tu des petits hacks, des petites astuces pour éviter que cette tension monte dans l'œil? Malheureusement, il n'y a rien à faire pour l'éviter. Enfin, rien de connu, et je tiens à rester optimiste. Tu peux quand même éviter l'alcool et le tabac, pratiquer du sport et manger sainement. Fais un dépistage tous les ans ou tous les 2 ans, surtout si tu en as dans ta famille. Ce sont des facteurs secondaires évidemment, mais au moins sur lesquels tu as la main. Et si on pouvait éviter tous les glaucomes avec ces petits conseils, ça serait vraiment trop beau. Oui, évidemment. Bon, je sais que le nerf de la guerre, c'est le dépistage. Et c'est assez facile de savoir quand il y en a dans la famille, il suffit de demander et d'aller se faire dépister. Ça, pas de problème. Mais s'il y a de la tension dans les yeux, je suppose que ça fait mal, ou que les yeux deviennent rouges au moins, non? Je vais te décevoir encore une fois, mais si tu as un glaucome chronique, tu ne peux pas t'en apercevoir. Crois-moi, même les ophtalmologistes font surveiller, c'est pour te dire. Dans l'écrasante majorité des cas, dans cette maladie, il n'y a aucun symptôme, tout au moins dans les premières années d'évolution. Donc les yeux ne sont pas rouges, il n'y a pas de douleur, pas de perte de vision, puisque la dégradation se fait très lentement et en périphérie. Elle ne gêne donc pas la lecture. De plus, les zones pathologiques de ton champ visuel sont réorganisées par ton cerveau pour t'éviter d'être gêné. D'où le danger. Lorsque les symptômes se font entendre, lorsque ton cerveau ne peut plus compenser les pertes de champ visuel, le glaucome est déjà trop évolué. C'est qu'un trouble du champ visuel. Mais alors, tous les matins, je mets mes doigts comme ça, et le jour où je vois plus mes doigts, bah, je cours chez l'ophtalmologiste. Facile. Oui, mais ça c'est dans tes rêves. Le glaucome ne se dépiste pas comme ça. Et si tu ne vois plus tes doigts, alors c'est que la maladie est déjà trop évoluée. Tu veux d'autres exemples de symptômes provoqués par une perte de champ visuel? Tu te balades dans la rue,
Tu te tamponnes à une personne parce que tu ne l'as pas vue. On te tend la main, tu ne réagis pas puisque tu ne vois pas la main arriver. Tu te cognes la tête souvent ou tu trébuches souvent. Et tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce qu'il te manque du champ visuel. Ah bon, alors comment je fais alors pour me faire dépister? La seule façon d'être tranquille est de consulter un ophtalmologiste régulièrement, tous les 2 ou 3 ans maximum à partir de 40 ans. Et pour toi, puisque tu en as dans la famille, c'est plus tôt. Généralement, tous ces examens dont je vais vous parler sont réalisés par les orthoptistes. Chut. Ça va vous donner une idée de notre rôle. En consultation, le dépistage du glaucome est une priorité pour ton ophtalmologiste. C'est pour cela qu'il va prendre ta tension à chaque consultation. C'est l'appareil qui t'envoie de l'air dans les yeux. Pour affiner les mesures de tension, il doit mesurer l'épaisseur de ta cornée. Avec les nouveaux appareils, cette mesure passe inaperçue. Mais comme je te l'ai dit, le glaucome ne se résume pas à de la tension dans les yeux. Il s'agit d'une pathologie de ton nerf optique. Donc ton ophtalmologiste doit regarder ton fond d'œil, et plus précisément ta papille, c'est la partie visible du nerf optique dans l'œil. Au moindre doute, il peut affiner son examen avec une photo du fond d'œil, comme celle-ci. Il peut faire appel à un examen d'OCT qui permet de faire une analyse de tes fibres visuelles. L'analyse de ces fibres se fait en fonction de ton œil, mais aussi en fonction d'un panel de patients du même âge. Si les doutes se confirment, il faut absolument tester ton champ visuel pour connaître l'importance des conséquences de la maladie sur ton champ visuel. En tant que patient, préserver ton champ visuel est ton unique motivation. J'ai fait une vidéo sur ce sujet que tu trouveras ici. Pourquoi l'épaisseur de la cornée a-t-il autant d'importance que ça? Effectivement, je crois avoir été un peu vite sur ce coup-là. Les appareils de prise de tension viennent appuyer sur ta cornée pour mesurer la pression de ton œil, un peu comme tu peux le faire pour savoir si les pneus de ton vélo sont assez gonflés. Les mesures sont calibrées à partir de cornées d'épaisseur standard. Ces mesures correspondent à la tension dans ton œil, plus la résistance de la cornée. Plus ta cornée est épaisse, plus elle offre de résistance à la mesure et plus le chiffre mesuré est exagéré. Et plus ta cornée est fine, moins elle offre de résistance à la mesure et plus le chiffre mesuré est sous-estimé. Voilà 3 exemples. Si tu as une cornée standard 545 microns, un 15 de tension à la mesure sera en théorie un 15 de tension dans ton œil. Si tu as une cornée très épaisse, 630 microns, un 15 de tension sera en réalité un 11 de tension dans ton œil. Et si tu as une cornée très fine, 478 microns, un 15 de tension sera en réalité un 18,4 de tension dans ton œil. Tu comprends bien que si le seul facteur sur lequel ton ophtalmologiste peut agir n'est pas bien maîtrisé, le glaucome ne peut pas être bien suivi. Mais quelle est la tension que je dois avoir alors? Précisément, je ne sais pas. Tout dépend de ton œil. L'idée est que tu aies une tension suffisamment basse pour que le glaucome n'évolue plus. Pour te donner un ordre d'idée, la tension moyenne est d'environ 15. Je te parle une fois l'épaisseur de la cornée prise en considération. C'est assez simple à comprendre finalement. Mais les traitements, là, parle-moi des traitements, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas une très bonne réputation. Eh bien à tort malheureusement. Ils peuvent te sauver la vue. Mais je vois de quoi tu parles, je vais t'expliquer. Je tiens à te préciser que l'on sort du cadre de la surveillance et du dépistage, donc de mon rôle d'orthoptiste. On entre dans la partie médicale, celle de l'ophtalmologiste. Mais je peux quand même t'en parler. Les médecins commencent toujours par traiter les glaucomes avec des gouttes. C'est le traitement le moins agressif pour tes yeux. Il est très facile à faire, il faut mettre une goutte dans chaque œil, tous les jours. Par moment, utiliser un collyre pour abaisser la tension ne suffit pas. Ton médecin est contraint, dans ce cas-là, de te prescrire un deuxième voire un troisième collyre. C'est un peu plus contraignant, mais il faut toujours te rappeler pourquoi tu prends ce traitement, c'est pour ne pas devenir aveugle. Là où ça peut se compliquer, c'est quand le traitement n'est pas bien supporté. En effet, il sert à traiter une maladie qui ne te gêne pas, donc sans symptômes, avec des médicaments qui, eux, peuvent entraîner des symptômes plus ou moins pénibles à vivre. D'ailleurs, une des priorités de la recherche est d'améliorer le confort de ces traitements. Commençons par les bêta-bloquants. Ils permettent de diminuer la sécrétion du aqueuse. Ils ferment donc le robinet. Ils sont très efficaces, mais pas adaptés à tout le monde. Mais votre ophtalmologie cherchera à connaître tous vos antécédents de maladie avant de prescrire un traitement comme ça. Si on focalise uniquement sur les yeux, ils provoquent des irritations et de la sécheresse oculaire. Deuxième type de médicament, c'est les analogues aux prostaglandines. Ils favorisent l'élimination de l'humeur aqueuse et ils sont très efficaces. Sur les yeux, ces collyres peuvent être responsables de changements de couleur de l'iris, ce qui n'est pas très grave et assez rare, mais inesthétique et mal vécu. Ils peuvent allonger la longueur des cils. Ça, c'est mal vécu par les hommes. Et enfin, ils provoquent l'aggravation de cernes sous les yeux. Et après t'en avoir parlé, je me rends compte que là, j'ai pas été très vendeur sur ce coup-là. Un autre type, c'est les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Ils permettent de réduire la formation d'humeur aqueuse, et ils sont très efficaces aussi. Ils peuvent être responsables de brûlures sur les yeux. Et pour des raisons de confort, de facilité pour ton traitement, il existe des collyres avec des associations de molécules, une goutte pour plusieurs actions. Et pour finir, si tu n'arrives pas bien à instiller ton collyre, il faut absolument en parler. C'est un peu dommage de trouver un collyre qui ne provoque pas d'effet indésirable sur toi,
mais qui ne donne pas de bons résultats sur la tension uniquement parce qu'il est mal instillé. Ben voilà, ben c'est pour ça qu'ils n'ont pas bonne réputation. Eh bien, on peut pas vivre comme un lapin avec la myxomatose toute notre vie. On peut pas passer notre temps avec une impression de sable dans chaque œil. Alors on est bien d'accord. C'est pour ça que tu dois en parler à ton ophtalmologiste. Il peut adapter un traitement. N'arrête pas ton traitement seul. Il va peut-être te donner un collyre sans conservateur. Et si tu supportes pas les bêta-bloquants, tu sauras peut-être mieux avec des prostaglandines. Tu penses vraiment que je peux lui en parler? Il va pas en avoir marre de moi et de mes problèmes. Et d'ailleurs, comment on met les gouttes dans les yeux? Mais non, il n'aura pas marre de toi, il est là pour ça. Il sait que les traitements pour le glaucome provoquent de l'inconfort. Il préfère que tu lui en parles et chercher un autre produit pour toi, plutôt que de te laisser perdre la vision parce que tu ne supportes pas ton traitement. Un bon traitement pour le glaucome doit être efficace sur ta tension, mais il doit être aussi confortable pour toi, pour que tu puisses garder ton collyre longtemps et l'instiller tous les jours, et surtout pour que tu ne l'abandonnes pas. Il sait aussi que les patients ont du mal à mettre leurs gouttes. Pour ça, voici quelques conseils. Pour bien mettre un collyre, tire ta paupière inférieure pour fermer un petit bol. Ensuite, dépose une goutte dedans, plutôt dans l'angle externe, loin des voies lacrymales, pour garder le traitement le plus longtemps dans ton œil. Tu peux t'entraîner seul devant la glace avec un sérum physiologique. Si tu as la chance de vivre avec quelqu'un qui peut t'aider, c'est encore plus simple. Une fois la goutte déposée, il est préférable d'appuyer sur les voies lacrymales pour conserver le traitement le plus longtemps possible dans ton œil. Et si tu as plusieurs collyres à mettre à la même heure, attends environ 5 minutes entre chaque. Regarde bien les conditions de conservation de ton traitement et respecte-les. D'accord, merci. Mais si avec tout ça, on ne trouve pas de traitement confortable, voire même pire, pas de traitement efficace, alors bon, on fait quoi alors? Bah justement, j'y arrive. L'ophtalmologiste peut te proposer un traitement au laser, le laser SLT. Ce laser va agir en améliorant l'évacuation de l'humeur aqueuse. Le faisceau laser est dirigé vers tes canaux de drainage, situés, comme je te l'ai dit, dans l'angle formé par ta cornée et ton iris, l'angle iridocornéen. Je te rassure tout de suite, c'est sans douleur et très efficace. Mais c'est à l'ophtalmologiste de décider quand y avoir recours. Moi j'ai entendu parler de la chirurgie. Ça fait un petit peu peur, mais après tout, si je peux me débarrasser du glaucome, pourquoi pas? Effectivement, le glaucome peut être opéré. C'est un traitement efficace et bien maîtrisé. Mais ça reste une chirurgie, donc avec des risques. Elle est proposée en dernier recours lorsque les traitements par collyre et laser n'ont pas été suffisants. Cette chirurgie renforce le traitement, mais il n'est pas exclu de devoir continuer les traitements par collyre. Mais il est vrai que certains patients n'ont plus besoin de collyre ensuite. La surveillance doit rester rapprochée car le système d'évacuation créé peut se boucher. Parfois, il faut donc réopérer. Les différentes techniques de chirurgie consistent à améliorer l'évacuation de l'humeur aqueuse pour réduire la pression dans l'œil. Les plus connues sont la trabéculectomie et la sclérectomie profonde non perforante, un peu moins invasive que la première. Les dernières sorties sont les MIGS, sont des microchirurgies du glaucome. Moins invasives encore, mais pas toujours indiquées. Donc ok, il y a des glaucomes dans ma famille et je vais devoir me faire surveiller. Très bien. Maintenant, mon ophtalmologiste m'a découvert un risque de glaucome aigu. Mais le problème, c'est qu'il ne m'a pas donné de traitement pour ça. Il ne m'a pas donné de traitement pour l'empêcher d'évoluer. D'ailleurs, il m'a dit que ma tension était normale, il ne m'a pas fait d'OCT, il m'a même pas proposé de faire un champ visuel. Alors qu'est-ce que je dois faire? C'est qu'il a oublié de me donner le traitement? Ou je dois changer d'ophtalmologiste? Je dois m'inquiéter ou pas? D'ailleurs, regarde l'examen qu'il m'a donné, tu vas voir. Tu vas pouvoir m'en parler. Mais non, ne panique pas. Le glaucome par fermeture de l'angle ne fonctionne pas comme le glaucome à angle ouvert. L'examen que l'on voit sur cette photo est un examen de ton angle iridocornéen. Rappelle-toi, c'est à cet endroit que l'humeur aqueuse peut sortir de ton œil. Ton problème n'est pas le même. Ton système de drainage fonctionne bien, il ne se bouge pas. Mais l'angle que tu vois ici est trop étroit. Il risque de se boucher brutalement. Ça peut arriver lorsque ta pupille se dilate, dans le noir par exemple. Bah alors c'est cool, j'ai pas de glaucome alors. C'est cool, oui et non, t'as pas de glaucome effectivement. Mais si ton angle se bouche, la pression va grimper en flèche dans ton œil pour atteindre 50-60 de tension. Ce qui va dégrader très rapidement ton nerf optique. Et ce glaucome aigu là, ça fait quoi? C'est quoi les symptômes? Ton œil est douloureux, des maux de tête importants apparaissent, tellement que certains patients vomissent. La vue va chuter brutalement, ton œil devient tout rouge, la pupille est un peu dilatée. Et pour ne pas perdre ton œil, tu dois trouver un ophtalmologiste en urgence dans les 5 heures environ. Wow. Je fais quoi maintenant avec ça moi? Eh ben tu essaies de comprendre et tu te détends. Si ton ophtalmologiste n'a rien fait pendant ta dernière consultation, c'est qu'il a vu les risques, mais qu'il a aussi estimé qu'ils n'étaient pas imminents. Je vais t'expliquer comment ça marche. Mais il faut comprendre plusieurs choses, et là c'est un peu plus technique. Pour être victime d'un glaucome aigu, il faut cumuler plusieurs choses. Être prédisposé.
Les petits yeux d'hypermétrope peuvent avoir une chambre antérieure étroite. Comme cette chambre antérieure est étroite, l'iris est proche de ton trabéculum. On dit que l'angle formé par l'iris et la cornée est étroit. C'est très probablement ce que ton ophtalmologiste a remarqué chez toi. De plus, le cristallin peut doubler son volume avec l'âge, ce qui mécaniquement diminue d'autant la chambre antérieure et rend encore plus étroit l'angle iridocornéen. Donc, si tu cumules prédisposition, mauvais suivi, cristallin trop gros et pas de chance, à un moment donné, l'iris va venir se plaquer devant le système d'évacuation de l'humeur aqueuse de ton œil. C'est la crise de glaucome aigu. Tout le travail de l'ophtalmologiste est d'éviter cette crise. Bah, c'est donc pour ça le prochain rendez-vous. Oui, probablement. Ton ophtalmologiste peut te proposer deux choses. Soit un traitement au laser qui consiste à faire un petit trou dans ton iris. Avec ce traitement préventif, tu auras beaucoup moins de risques de fermer ton angle. Mais il faudra maintenir une surveillance annuelle. Il faut s'assurer que le petit trou reste fonctionnel. Soit il peut te proposer une chirurgie de la cataracte. La place gagnée dans ton œil suite à l'ablation de ton cristallin ouvrira définitivement ton angle iridocornéen. Il n'y aura donc plus de danger. J'ai fait une vidéo sur la chirurgie de la cataracte que tu vas trouver ici. Et là, du coup, je dois choisir une technique ou pas? Non, là c'est ton ophtalmologiste qui te propose la bonne solution en fonction de ton cas. On n'est plus dans le cadre d'une chirurgie de la cataracte et de tes envies de vision. Maintenant, je vais répondre à quelques questions fréquentes. Le glaucome peut être corrigé par le port de lunettes. Eh ben non, c'est faux, le glaucome est une pathologie du nerf optique et le port de lunettes ne vous protège pas de la maladie et ne vous rend pas votre champ visuel. Est-ce que les enfants peuvent être atteints de glaucome? Le glaucome se manifeste le plus souvent à partir de 45 ans, mais il existe des glaucomes congénitaux, sont des glaucomes très rares et qui par définition sont des glaucomes qui atteignent les enfants. La télévision et l'ordinateur favorisent-ils le glaucome? Bah c'est faux, les écrans ne sont pas un facteur de risque pour le glaucome. Le glaucome peut-il être rééduqué? Bah c'est faux, mais les orthoptistes peuvent prendre en charge les patients ayant une perte importante de champ visuel provoquée par un glaucome. Le but de cette rééducation est de permettre une meilleure utilisation du champ visuel restant pour améliorer la qualité de vie. Cette rééducation ne permet pas de redonner une partie du champ visuel perdu. Il n'existe qu'un seul type de glaucome. Faux, on en a déjà vu trois. Le glaucome chronique à angle ouvert, le plus fréquent, le glaucome aigu, le glaucome congénital chez les enfants, et en voici d'autres. Le glaucome pigmentaire par exemple, lié à une dispersion des pigments devant la grille d'évacuation provenant des frottements de l'iris et du cristallin. Le glaucome traumatique, qui porte le nom de sa cause. Le glaucome provoqué par la prise de médicaments, généralement les corticoïdes, qui provoquent une perte de perméabilité du trabéculum. Le glaucome à pression normale, favorisé par les apnées du sommeil et la tension artérielle. Et le dernier, le glaucome néovasculaire, typique des diabétiques et surtout très dangereux. Ok, donc pour résumer dans le calme, une fois bien pris en charge, je n'aurai presque plus de risque de glaucome aigu. Donc ça, c'est réglé. Parce qu'il y en a dans ma famille, je vais quand même continuer à me faire dépister, une fois tous les ans ou tous les 2 ans, pour les risques de glaucome chronique cette fois-ci. J'ai l'impression que je vais être amené à côtoyer les ophtalmologistes et les orthoptistes, moi. Je te remercie de toutes ces explications, et si vous êtes comme moi, si vous avez appris plein de choses, abonnez-vous à la chaîne